Ce sont des messages envoyés par les cybercriminels pour faire passer leurs revendications et parfois très fortes. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. On se retrouve tous les 3 mois pour faire le point sur l'actualité de la cybersécurité en partenariat avec EZ. Alors Benoît, hôpitaux, ministères, France Travail, Ex-Pôle emploi, Le Bon Coin aussi plus récemment. Vraiment les cyberattaques et les piratages informatiques se sont multipliés ces dernières semaines, ces derniers mois. Dans un contexte en plus un peu tendu entre l'Europe et la Russie, et puis à l'approche des Jeux Olympiques, tout ça c'est un peu inquiétant. Mais est-ce qu'on peut véritablement parler de recrudescence ? Il y en a eu plus que d'habitude ? Effectivement, on peut parler de recrudescence, notamment en ce qui concerne les attaques dites par DDoS. Donc, pour être bien sûr, les attaques par DDoS, ce n'est pas un piratage. Ce qui veut dire que le DDoS va envoyer un très grand nombre de requêtes sur un site internet, sur des ressources, et à partir de là, il ne sera plus accessible pour les utilisateurs légitimes. C'est ce qu'on appelle aussi le déni de service. Tout à fait, DDoS, déni de service distribué, et donc c'est une attaque, ce n'est pas un piratage, ça ne veut pas dire que les cybercriminels vont rentrer dans le site qu'ils sont en train d'attaquer. Alors, donc ça, c'était surtout contre les ministères français, les attaques par DDoS. En fait, c'est arrivé contre les ministères français, c'est arrivé contre l'AFP, cela arrive également contre des villes. On a vu cela notamment en 2023 contre des villes, contre des hôpitaux, contre des aéroports. Donc c'est un moyen d'expression, si je puis dire, médiatique de la part d'activistes qui souhaitent faire passer un message, et on peut prévoir, comme vous le disiez, les Jeux Olympiques arrivant, la position de la France étant parfois très forte. Eh bien, ce sont des messages envoyés par les cybercriminels pour faire passer leurs revendications et parfois très fortes. Oui, on est dans de l'activisme politique, quoi, en fait, parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas de fuite de données, mais ça perturbe le fonctionnement et c'est pour se faire entendre. C'est exactement cela. D'un côté, on a ces attaques par DDoS, de l'autre côté, on a des attaques sur des institutions ou des entreprises, et puis ensuite, on a des fuites de données. Et là, depuis le début de l'année, il y a un florilège de fuites de données qui sont à la fois des fuites de données par des personnes qui vont réussir à rentrer dans les systèmes d'information, et parfois des fuites de données qui sont liées à des mauvaises manipulations d'opérateurs qui vont, lorsque vous allez vous connecter, vous permettre de voir des données d'autres personnes alors que ça devrait être cloisonné. Alors, quelles conséquences concrètes de tout cela, Benoît ? Eh bien, d'un côté, pour tout ce qui est attaque par déni de service, eh bien, ce sont surtout des messages. Il n'y a pas forcément de conséquences sur le long terme, si ce n'est que si vous souhaitez accéder à un service qui est en cours d'attaque par un déni de service, eh bien, celui-ci ne sera pas accessible. Par contre, il y a des conséquences très fortes pour les fuites de données, notamment parce qu'on sait que les cybercriminels vont constituer des bases avec les différentes données qui seront récupérées, et à partir de là, ils vont sans aucun doute mener des opérations d'hameçonnage et d'hameçonnage à la fois par nos emails bien entendu, mais également s'ils arrivent à recouper les SMS, les appels vocaux, ainsi que tout autre moyen qui nous permettent de nous toucher. Alors, en ce qui concerne Pôle emploi, on peut dire qu'il y a eu des arrestations qui sont intervenues. Donc, ça reste pas impuni, ce genre d'action. Malgré tout, ça ne répare pas bien souvent le mal qui a été fait. Comment, encore une fois, faire face, éviter que ça se reproduise ? Alors ça, c'est effectivement un bon point, c'est que les actions cybercriminelles ne restent pas impunies. A priori, les arrestations sont sur 3 Français, sur le territoire français, mais on a aussi vu en début d'année l'opération Chronos qui a été menée par différentes polices au niveau international qui ont visé à arrêter Logbit. Logbit qui est un des groupes cybercriminels de rançongiciel les plus malheureusement efficaces. Et donc, quand on a toutes ces arrestations, effectivement, on voit que ils ne sont pas impunis. Et puis, quand nous, on doit se protéger, eh bien, à la fois sur nos ordinateurs, nos entreprises, mais aussi quand il y a des fuites de données, eh bien, il faut mettre à jour ces mots de passe et surtout avoir une vigilance très forte parce que ça soit par email, par téléphone, par appel téléphonique, on est très fortement sollicité et la fois où on est sollicité par un cybercriminel et non pas par l'organisme légitime, eh bien c'est malheureusement la fois où on va voir une partie de son argent partir en fumée.
Voilà, alors on a justement beaucoup parlé ces dernières semaines de 2 types d'attaques découlant probablement de ces piratages. L'arnaque au faux conseiller bancaire et puis l'arnaque au faux fils ou à la fausse fille, on va dire. Oui, alors l'arnaque au faux conseiller bancaire est une arnaque qui n'est pas nouvelle. Ce que l'on peut noter, c'est sa recrudescence, notamment basée sur une structuration à la fois des kits d'exploitation, c'est-à-dire tous les logiciels, matériels, procédures qui vont permettre à des cybercriminels de pouvoir mener ces opérations. Et là, on est face à des kits prêts à l'emploi, avec notamment d'un côté les fuites de données, et puis de l'autre côté les bons discours et les bonnes personnes qui vont nous appeler pour nous faire des virements à l'insu de notre plein gré sur leur compte. Et puis de l'autre côté, on a, comme vous le disiez, les attaques au faux fils ou à la fausse fille, où là on va utiliser l'intelligence artificielle pour cloner la voix d'une personne de notre entourage, et soi-disant cette personne qui aurait par exemple perdu son téléphone ou qui serait arrêtée par les forces de l'ordre, eh bien va nous adresser un message plus vrai que nature, et dans ce message, elle va nous dire soit de payer directement quelque chose pour l'aider, soit qu'une personne va nous appeler. Et j'ai en tête par exemple le cas d'une personne aux États-Unis qui a reçu ça et qui lui disait: j'ai été arrêté et j'ai un avocat commis d'office qui va t'appeler, papa, s'il te plaît, fais en sorte qu'il puisse m'aider. Sauf que bon réflexe de la personne qui a reçu ce message-là, il a appelé sa belle-fille, c'est son beau-fils qui soi-disant avait été arrêté, il a appelé sa belle-fille et celle-ci lui a confirmé qu'il n'y avait aucun problème et que son fils était bien à côté d'elle, et que le message frauduleux, aussi réaliste soit-il, eh bien était une tentative d'hameçonnage. C'est dingue, c'est dingue. Et alors là, vous parlez de l'arnaque avec de la voix clonée. Parfois, c'est tout simplement un petit SMS ou un message sur WhatsApp. En fait, si on reçoit un message de quelqu'un qui se fait passer pour un de nos enfants, un de nos proches, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, c'est mon téléphone est cassé, je t'appelle depuis le portable d'un ami, etc. Oui, on l'avait vu beaucoup sur Messenger, sur Facebook, et l'histoire est quasiment toujours la même. Hein. J'ai besoin d'argent, je suis bloqué dans tel ou tel endroit du monde, et donc le premier réflexe, c'est bien entendu de confirmer par un autre moyen, de ne pas répondre. Alors on peut donner suite si ça nous amuse, mais c'est pas forcément la meilleure attitude. Et puis par contre, on confirme bien par d'autres proches et d'autres moyens de communication que l'on est face à une personne qui a véritablement besoin de nous, et surtout on reste très vigilant. Mais souvent, il suffit d'appeler sur son numéro habituel la personne en question et puis ça règle le problème. C'est exactement cela. C'est le premier réflexe d'avoir un contact réel. Et puis, alors on peut aller plus loin. On peut se dire que la personne qui sera au téléphone avec nous peut également avoir aussi été usurpée. On l'a vu récemment dans une transaction de 25 millions de dollars qui avait été opérée par une personne qui était dans une conversation En visioconférence, et il pensait s'adresser à son boss et à d'autres personnes, sauf qu'en fait, son boss était recréé par l'intelligence artificielle, et vraiment très bien fait. Donc il a initié quelques virements. Donc dans l'idéal, et on le voit avec les enfants, l'idéal c'est d'avoir des phrases clés, des mots de passe, ou alors lui demander des questions secrètes, un peu comme on peut en remplir quand on nous demande de retrouver notre compte, et où est-ce qu'on s'est rencontrés, quel est le premier nom, quel est le nom de ton premier chien. Voilà, des informations qui ne peuvent pas être connues par l'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas avoir diffusées sur les réseaux sociaux. Et ça va nous permettre de s'assurer que la personne qu'on a en face de nous, c'est bien Jérôme Colombin. J'espère que je parle à Jérôme Colombin là depuis le début de cet entretien. Absolument. Et d'ailleurs, pensez bien à m'envoyer le virement que je vous ai demandé, Benoît. Je plaisante. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Merci, Jérôme.